Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 5 de l'apprenti épouvanteur. Avant ça, j'aimerais juste remercier les quelques personnes qui ont aimé les vidéos ou qui se sont abonnées, et particulièrement Fairy Tail Anime VF, pour toujours ou presque commenter mes vidéos ou les critiquer. Ça fait plaisir. Merci. Allez, commençons. Chapitre 5. Gobelins et sorcières. Tandis que nous marchions, les derniers nuages du matin s'effacèrent, et je remarquai un net changement. Même en hiver, le soleil brillait parfois sur le comté. S'il ne nous réchauffait guère, il est cependant préférable à la pluie. Mais il est une période de l'année où l'on ressent tout un coup sa chaleur, et c'est comme le retour d'un ami. L'épouvanteur devait ruminer la même pensée, car il fit brusquement halte, me regarda de côté et m'adressa un de ses rares sourires. « C'est le premier jour du printemps, petit, » me dit-il. « Nous irons donc à Chipenden. » Cela me parut curieux. Se rendait-il toujours à Chipenden le premier jour du printemps? Et si oui, pourquoi? Je l'interrogeai. « Ce sont mes quartiers d'été, » m'expliqua-t-il. « Je passe l'hiver au bord de la lande d'Anglezark et l'été à Chipenden. » Je n'ai jamais entendu parler d'Anglezark. C'est où? Dans le sud du comté. C'est là que je suis né. Nous avons vécu là-bas, jusqu'à ce que mon père nous emmène à Orshaw. Je connaissais l'existence de Chipenden, ce qui me rassurait un peu. Je découvrais qu'en tant qu'apprenti d'un épouvanteur, j'allais voyager sans cesse et devrais apprendre à m'orienter. Nous changeâmes donc de cap, nous dirigeant vers les lointaines collines du nord-est, et je ne posais pas d'autres questions. Cette nuit-là, alors que nous étions abrités dans une grange et que notre souper s'était résumé, une fois encore, à quelques bouchées de fromage jaune, mon estomac protesta violemment. Je n'avais jamais eu aussi faim. Je me demandais où nous logerions à Chipenden et si nous y prendrions enfin un repas convenable. Je ne connaissais personne qui y soit allé, mais on en parlait comme d'un lieu peu accueillant, isolé, quelque part dans le creux des lointaines collines, dont la ligne pourpre et grise était à peine visible depuis la ferme de mon père. Ces collines m'évoquaient toujours de grosses bêtes assoupies, sans doute à cause des histoires que me contait l'un de mes oncles. La nuit, prétendait-il, elles s'agitaient, et le lendemain matin, des villages entiers avaient disparu de la surface de la terre, réduits en poussière sous leur poids. Le matin suivant, des nuages d'un gris sombre cachaient de nouveau le soleil. Nous ne verrions sans doute pas de sitôt une deuxième journée de printemps. Le vent s'était levé, faisant claquer nos vêtements, bousculant des vols d'oiseaux dans le ciel, tandis que les nuages semblaient se courser pour cacher plus vite le sommet des collines. Nous gravissions la route en pente, à pas lents, et ce rythme convenait, car j'avais des ampoules au talon. La journée était donc bien avancée quand nous approchâmes de Chipenden, et la lumière commençait à baisser. Le vent soufflait toujours, mais le ciel s'éclaircissait, et la crête pourpre des collines se détachait sur l'horizon. L'épouvanteur n'avait guère été bavard durant le voyage. Il s'anima soudain en me désignant les sommets un à un. Il y avait le pic de Parlik, le plus proche de Chipenden, et d'autres, plus ou moins éloignés, qui avaient pour nom Mont Mélor, la selle ou la colline du loup. Je demandai à mon maître s'il y avait encore des loups à cet endroit. Il eut un sourire inquiétant. « On ne sait jamais ce qui peut se passer par ici, petit. Nous devons toujours rester sur nos gardes. » Lorsque les premiers toits du village furent en vue,
l'épouvanteur me montra du doigt un sentier à l'écart de la route, le long d'un ruisseau qui dévalait la colline en gargouillant. « Ma maison est par là, dit-il. Le chemin est un peu plus long, mais ce détour nous évite la traversée du village. J'aime autant garder mes distances avec les gens d'ici. D'ailleurs, eux-mêmes trouvent cela préférable. » Je me souviens encore une fois de l'avertissement de Jack, et mon cœur se serra. Mon frère avait raison. Un épouvanteur vit et travaille seul. Il ne peut compter que sur lui-même. Des arbustes rachitiques poussaient sur les berges agrippés à la pente pour résister au vent. Celui-ci faiblit jusqu'à n'être qu'un lointain soupir. Lorsque nous pénétrâmes dans un bois de frênes et de sycomores, je n'y vis d'abord qu'une simple futaie nous protégeant des rafales. Puis je compris qu'il s'agissait de bien autre chose. J'avais déjà remarqué, de temps à autre, que certains arbres sont particulièrement bruyants. Leurs branches craquent, leurs feuilles chuchotent, tandis que d'autres n'émettent presque aucun son. J'entendais le souffle du vent au-dessus de nos têtes. Mais dans le sous-bois, le seul bruit perceptible était celui de nos bottes. L'endroit était étrangement calme. Tous ces arbres et un tel silence. Un frisson me parcourut le dos lorsque l'idée me vint qu'ils nous écoutaient. Nous entrâmes alors dans une clairière. Devant nous, il y avait une maison. On n'apercevait que son toit et son étage supérieur, tant la haie d'aubépines qui l'entourait était haute. Le filet de fumée blanche qui sortait de la cheminée montait tout droit. Puis, ayant dépassé la cime des arbres, elle était dispersée par le vent, qui la chassait vers l'est. La maison et le jardin étaient nichés dans un vallon, au bas de la colline. On aurait dit qu'un géant, obligeant, avait creusé le sol du tranchant de son énorme poigne. Je suivis l'épouvanteur, jusqu'à un portail de fer, ce qui ne m'arrivait pas plus haut que la ceinture. Il était repeint de frais d'un vert, si vif que je me demandais si le badigeon avait eu le temps de sécher. Mon maître tendit la main. Il se passa alors une chose qui me coupa le souffle. Sans que l'épouvanteur ait touché le loquet, celui-ci se souleva, et la grille pivota sur ses gonds, comme manœuvrée par un bras invisible. J'entendis mon maître dire « Merci ». La porte de la maison, elle, ne s'ouvrit pas toute seule. L'épouvanteur dut tourner dans la serrure une grosse clé qui avait tiré de sa poche, identique à celle qui avait déverrouillé la porte de la maison hantée. « C'est la clé que vous avez utilisée à Orchaud ?» remarquai-je. Il me regarda du coin de l'œil, tout en poussant la porte. « Oui, petit. Mon frère, le serrurier, l'a fabriquée, pour moi. Elle ouvre la plupart des serrures, tant qu'elles ne sont pas trop compliquées. C'est très utile pour le travail qu'est le nôtre. » Le battant tourna avec force, craquement et grincement, et je pénétrai derrière mon maître dans une petite entrée sombre. On devinait sur la droite un escalier raide et sur la gauche un étroit corridor au sol carrelé. « Laisse les sacs au pied de l'escalier, » m'ordonna l'épouvanteur. « Et viens, ne lambine pas, j'aime manger chaud. » Je me débarrassai donc de mon sac et de mon baluchon, et le suivis dans le couloir menant à la cuisine, d'où venait une odeur fort appétissante. En entrant dans la pièce, je ne fus pas déçu. Elle me rappelait la cuisine de maman. Des pots d'herbes aromatiques étaient alignés sur le rebord de la fenêtre. Les derniers rayons du soleil, qui passaient entre les feuilles, tachetaient les murs d'ombres mouvantes. Un bon feu flambait dans la cheminée d'angle, répandant une douce chaleur. Au centre, sur une massive porte en chêne, 2 larges assiettes étaient disposées. Au milieu de la table, attendaient 5 plats de service chargés de mets. À côté d'une saucière emplie jusqu'au col,
de jus de viande fumant. « Assieds-toi, petit, et mange », m'invita l'épouvanteur. Il n'eut pas besoin de me le dire 2 fois. Il me servit 2 gros morceaux de poulet et d'énormes tranches de bœuf. Y ajouta une montagne de légumes et de pommes de terre rôties. Je recouvris le tout d'une sauce délicieusement parfumée. Seule maman aurait su en faire une meilleure. Je me demandais où était la cuisinière et comment elle avait prévu l'heure exacte de notre arrivée pour que tout soit chaud et sur la table en bon moment. Ma tête était pleine de questions, mais j'étais si fatiguée que je consacrais toute l'énergie qui me restait à manger. « Ça t'a plu ?» s'enquit l'épouvanteur quand j'eus vidé mon assiette. Je hochai la tête, trop repu pour parler, j'avais sommeil. Après un régime de fromage, c'est agréable de retrouver la maison et un bon repas chaud. On est bien nourri ici. On reprend des forces en prévision des temps où il faut travailler. J'opinai de nouveau, ébahi. Il continua. Nous aurons beaucoup à faire demain, alors va te coucher. Ta chambre est celle avec une porte verte, à l'étage. Dors bien. Mais ne va surtout pas te promener dans la maison pendant la nuit. Au matin, tu entendras sonner la cloche du petit déjeuner. Tu descendras aussitôt. Lorsque quelqu'un se donne du mal pour préparer de bonnes choses, il ne s'agit pas de le froisser en les laissant refroidir. Ne descends pas trop tôt non plus, ce ne serait pas mieux. J'acquiesçai, le remerciai pour ce souper et retournai dans l'entrée. Le sac de l'épouvanteur et mon baluchon n'y étaient plus. Tout en me demandant qui les avait emportés, je montai les marches pour aller me coucher. Ma nouvelle chambre était bien plus grande que celle où je dormais à la ferme, et j'avais longtemps partagé avec 2 de mes frères. Celle-ci contenait un lit, une petite table avec un chandelier, une chaise, une commode, et on avait encore largement la place de circuler. Mon baluchon m'attendait, posé sur la commode. Face à la porte, une haute fenêtre à guillotine semblait fermée depuis des années. Le verre des carreaux était si épais et si irrégulier que le paysage vu au travers se déformait en volume de couleurs. Le lit était poussé contre le mur, juste en dessous. J'ôtai mes bottes, m'agenouillai sur l'édredon et tâchai de soulever le panneau du bas. Quoique un peu dur, il céda plus facilement que je ne m'y attendais. Je le relevai à petits coups, juste assez pour passer la tête, et observer les environs. Je vis une large pelouse, divisée en 2 par une allée recouverte de gravier blanc, qui menait dans le sous-bois à travers une ouverture dans la haie. En arrivant, j'avais pensé que le jardin était totalement entouré par cette barrière d'aubépines. Je m'étais trompé. Sur la droite, par-delà la cime des arbres, on apercevait les collines. La première paraissait si proche qu'il me semblait pouvoir la toucher. J'inspirais une grande goulée d'air frais chargée d'une bonne odeur d'herbe. Puis je rentrai la tête et m'occupai à déballer mes affaires. Elles tenaient à l'aise dans un seul tiroir de commode. En le refermant, je remarquai des suites de mots sur le mur du fond, dans l'ombre du lit. Je m'approchai. Le mur était couvert de noms, tracés à l'encre noire sur le plâtre nu. Certains étaient plus grands que les autres, comme si ceux qui les avaient écrits avaient une haute estime d'eux-mêmes. Beaucoup s'étaient à moitié effacés au fil du temps, et je me demandais si c'étaient ceux des apprentis qui avaient dormi dans cette chambre. Devais-je ajouter le mien, ou me fallait-il attendre la fin du mois, quand je saurais si l'épouvanteur me gardait? Je ne possédais ni encre, ni plume. Aussi résolus-je d'y penser plus tard. Mais j'examinai les noms avec intention, cherchant lequel paraissait le plus restant. J'en conclus que c'était Billy Bradley. Les lettres étaient très nettes, tassées dans un tout petit espace du mur, là où il restait un peu de place. Je me demandais ce que Billy pouvait bien faire à présent. J'avais sommeil et j'étais fatiguée. Les draps étaient propres, le lit confortable. Je me déshabillai donc et,
À peine la tête sur l'oreiller, je m'endormis. Lorsque je rouvris les yeux, le soleil entrait à flot par la fenêtre. Un bruit m'avait réveillé au beau milieu d'un rêve, sans doute la cloche du petit déjeuner. Cependant, j'étais perplexe. La cloche avait-elle réellement sonné ou l'avais-je rêvé? Comment savoir? Qu'étais-je censé faire? Que je descends trop tôt ou trop tard, je mécontenterai la cuisinière. Je décidai que j'avais entendu la cloche. Je m'habillai donc et descendis. Depuis l'escalier me parvenaient des bruits de pots et de casseroles, montant de la cuisine. Pourtant, au moment où je poussai la porte, la maison retomba dans un profond silence. Je commis alors une erreur. J'aurais dû remonter aussitôt dans ma chambre, car il était clair que le petit déjeuner n'était pas prêt. La table du souper avait été débarrassée, mais le couvert n'était pas mis, et la cheminée était pleine de cendres refroidies. De fait, la cuisine était glaciale. Et le pire était qu'elle me semblait plus froide à chaque seconde. Mon erreur fut d'avancer d'un pas vers la table. Un bruit étrange s'éleva dans mon dos. Pas de doute, c'était un sifflement de colère. Et il avait ressenti tout près de mon oreille gauche, si près que je sentis même un souffle dans mon cou. L'épouvanteur m'avait enjoint de ne pas descendre trop tôt. Je compris que j'étais en danger. À peine avais-je eu cette pensée que je reçus un violent coup sur la nuque. Je titubai vers la porte, manquant de peu de m'écrouler. Je n'avais pas besoin d'un autre avertissement. Je sortis de la cuisine en courant et remontai les escaliers. À mi-étage, je me figeai. Quelqu'un m'attendait sur le palier. Une silhouette imposante se dessinant à contre-jour dans l'embrasure de ma porte. J'hésitai, ne sachant quel parti prendre, quand le son d'une voix familière me rassura. C'était l'épouvanteur. Je le voyais pour la première fois sans son grand manteau. Il était vêtu d'un pantalon gris et d'une tunique noire, et je découvris que, en dépit de sa haute taille et de ses larges épaules, c'était un homme mince, sans doute à cause de ces longues périodes où il ne se nourrissait que de fromage. Il me rappelait les meilleurs laboureurs, lorsqu'ils avancent en âge. Certains s'empâtent, mais la plupart, comme ceux que mon père engageait pour la moisson depuis que 5 de mes frères avaient quitté la ferme, étaient secs et musclés. Moins de graisse, plus de force, disait toujours papa. Et en regardant l'épouvanteur, je comprenais pourquoi. Il était capable de marcher sur d'aussi longues distances sans ralentir le pas. « Je t'avais pourtant demandé de ne pas descendre trop tôt, » remarqua-t-il d'une voix tranquille. « Tu t'es fait boxer les oreilles, n'est-ce pas ? Que cela te serve d'avertissement, petit. La prochaine fois, ça pourrait être pire. »« J'ai cru que j'avais entendu la cloche, » me défendis-je, mais c'était sans doute en rêve. L'épouvanteur rit doucement. « Voilà l'une des premières leçons d'un futur épouvanteur, apprendre à reconnaître si un rêve ou si on est éveillé. Certains n'y réussissent jamais. » Il descendit quelques marches et me tapota l'épaule. « Viens, je vais te montrer le jardin. Il faut bien commencer ton instruction quelque part, et cela nous aidera à patienter jusqu'au petit déjeuner. » Mon maître me fit passer par la porte de derrière, et je constatai que le jardin était beaucoup plus grand que je ne l'avais cru. Nous marchâmes vers l'est, clignant des yeux à cause du soleil matinal, et atteignîmes la pelouse coupée par l'allée de gravier. « En réalité, » m'expliqua l'épouvanteur, « il y a 3 jardins, où l'on accède par une allée comme celle-ci. Nous visiterons d'abord celui qui donne à l'est, au lever du soleil, en niant de sécurité. Mais ne t'y aventure pas la nuit tombée, sans une excellente raison, et, en tout cas, jamais seul. » Un peu nerveux, je suivis mon maître vers la lisière du bois. À proximité, des arbres, l'herbe était plus haute et piquetée de jacinthes sauvages. J'ai toujours aimé les jacinthes, parce qu'elles fleurissent au printemps et annoncent le retour des beaux jours. Mais, à cet instant, je ne leur accordais pas même un regard.
Les branches cachaient le soleil et l'air se refroidit brusquement, ce qui me rappela ma mésaventure dans la cuisine. Cette partie du bois avait quelque chose d'étrange et de menaçant, et plus nous avancions, plus la température baissait. Il y avait des nids de corneilles au-dessus de nos têtes, et leurs cris rauques et furieux me firent frissonner autant que le froid. Leur voix était aussi peu harmonieuse que celle de mon père qui se mettait toujours à chanter quand nous terminions la traite. Si le lait tournait, maman disait que c'était sa faute. L'épouvanteur s'arrêta et désigna quelque chose par terre, 5 pas devant nous. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda-t-il à voix basse. L'herbe avait été arrachée, et au centre d'un large cercle de terre nue, il y avait une pierre tombale, plantée verticalement. Elle penchait légèrement sur la gauche. Devant la stèle, une portion du sol était délimitée par des pierres, moins hautes. C'était tout à fait inhabituel. Or, il y avait plus étrange encore. 13 épais barreaux de fer étaient fermement fixés aux pierres du pourtour par de gros verrous. Je les comptai 2 fois pour être sûr. « Eh bien, petit, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que c'est ?» J'avais la bouche si sèche que je réussis tout juste à coasser 2 mots. Une tombe ? Bonne réponse. Remarques-tu quelque chose de particulier ? Je hochai la tête, incapable d'en dire plus. L'épouvanteur sourit et me tapota l'épaule. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il n'y a là qu'une sorcière morte, et pas des plus puissantes. Comme elle ne pouvait reposer dans une terre bénie, on l'a enterrée en dehors du cimetière, à quelques miles d'ici. Mais elle a réussi à se libérer. Je l'ai sermonnée et, comme elle ne voulait rien entendre, je l'ai bouclée là. Les gens du pays se sentent plus tranquilles. Ils peuvent aller et venir en paix. Ils n'aiment pas s'embarrasser de soucis de ce genre. C'est notre tâche à nous. J'opinai de nouveau et m'aperçus soudain que j'avais cessé de respirer. J'aspirais une longue coulée d'air. Mon cœur cognait follement et je tremblais de la tête aux pieds. Elle n'est plus guère dangereuse, maintenant, continua mon maître. De temps à autre, à la pleine lune, on l'entend s'agiter, mais elle n'a pas assez de force pour atteindre la surface. Et les barres de fer l'empêcheraient de sortir de toute façon. Il y a pire, un peu plus loin, sous les arbres. Il tendit le doigt vers l'est. Compte 25 pas, et tu y seras. Pire ? Qu'est-ce qui pouvait être pire ? Je devinais qu'il ne tarderait pas à me le dire. Il y a là 2 autres sorcières, m'apprit-il. En effet, l'une morte, l'autre vivante. La morte est enterrée verticalement, la tête en bas. Malgré ça, 1 ou 2 fois par an, il faut renforcer les barres sur sa tombe. Ne t'en approche jamais après le crépuscule. « Pourquoi la tête en bas ?» demandai-je. « Bonne question, petit. L'esprit d'une sorcière morte, vois-tu, se réfugie dans ses os. Certaines n'ont même pas conscience d'être mortes. Les enterrer la tête en bas suffit généralement à les faire tenir tranquilles. Mais les sorcières ont chacune leur caractère. Certaines se montrent particulièrement têtues. On dirait qu'elles cherchent à renaître. Il faut donc leur rendre les choses plus difficiles possibles en les enterrant dans le mauvais sens. Venir au monde les pieds devant n'est pas une chose aisée, ni pour un bébé, ni pour une sorcière. Toutefois, celle-ci reste dangereuse. Ne t'en approche pas. Quant à la vivante, tiens-t'en à bonne distance. Morte, elle serait encore plus dangereuse, car une sorcière aussi puissante n'aurait aucun mal à revenir de l'au-delà. C'est pourquoi nous la gardons au fond d'un puits. Elle s'appelle Mère Malkine. On l'entend sans cesse chuchoter, se parlant à elle-même. C'est l'être le plus maléfique qui soit. Elle est dans ce puits depuis fort longtemps, et une partie de ses pouvoirs se sont dissous dans la terre. Mais elle serait enchantée de mettre la main sur un gamin dans ton genre. Aussi, je te le répète, reste à bonne distance. Promets-moi de ne jamais l'approcher. Je veux t'entendre le dire.
« Je promets de ne pas m'en approcher », murmurai-je, affreusement mal à l'aise. Cela me paraissait bien cruel de garder dans un trou une créature vivante, fût-elle sorcière. J'étais sûre que cette méthode ne plairait pas à maman. « C'est bien, mon garçon. Je ne veux plus voir se reproduire un incident comme celui de ce matin. Il pourrait arriver bien pire que de te faire boxer les oreilles. Bien pire. » Il me l'avait déjà dit, et je le croyais, je n'avais pas besoin qu'il me le répète. Heureusement, il avait d'autres choses à me montrer, et il ne revint pas sur la question. Nous sortîmes du bois, et il me mena vers une pelouse. « Voici le jardin sud, dit-il. N'y viens pas non plus le soir venu. » Là aussi, une allée menait vers le bois. Le soleil fut caché par un épais branchage, et l'air se refroidit. Nous approchions d'une chose mauvaise. L'épouvanteur s'arrêta à 10 pas d'une dalle, près des racines noueuses d'un chêne. Elle couvrait une surface beaucoup plus grande que celle d'une tombe ordinaire, et, à en juger d'après la hauteur de la pierre qui dépassait le sol, elle devait être très épaisse. « Qu'est-ce qui est enterré là, à ton avis ?» me demanda l'épouvanteur. Je fis de mon mieux pour répondre d'un ton assuré. « Une autre sorcière ?» Non, on n'a pas besoin d'une telle pierre pour retenir une sorcière. Le fer y suffit généralement. Or, la créature qui est là-dessous se glisserait en un clin d'œil entre des barres métalliques. Examine attentivement cette dalle. Vois-tu l'inscription gravée dessus? Y.I. Grégory. J'acquiesçai. Je reconnaissais la lettre, mais j'ignorais ce qu'elle représentait. C'est le gramma grec. C'est le gramma grec, dit l'épouvanteur. La lettre que nous utilisons pour désigner un gobelin. La ligne diagonale signifie qu'un artifice le retient sous cette dalle. À droite de la lettre, le chiffre romain 1. L'échelon le plus haut signale une créature extrêmement dangereuse. On utilise un classement de 1 à 10. Souviens-t'en. Un jour ou l'autre, cela peut te sauver la vie. Un être classé 10 a si peu de pouvoir qu'on remarque à peine sa présence. Celui qui est classé 1 est en mesure de te tuer. J'ai dépensé une fortune pour faire transporter cette dalle jusqu'ici, mais ça valait le coup. Ce gobelin est étroitement emprisonné. Désormais, il ne bougera pas d'ici avant que sonne la trompette du jugement dernier. Tu auras beau apprendre à propos des gobelins, mon garçon, et je vais commencer ton instruction tout de suite après le petit déjeuner. Un gobelin en liberté peut parcourir des miles, usant partout de sa malignité. Si un gobelin particulièrement gênant refuse d'entendre raison, ton travail est de trouver l'artifice capable de l'entraver définitivement. Ce qui est, tu t'en doutes, plus facile à dire qu'à faire. L'épouvanteur fronça les sourcils, comme si une pensée désagréable le frappait soudain. Un de mes apprentis a eu de sérieux ennuis en tentant de neutraliser un gobelin, fit-il d'un ton lourd de tristesse. Mais ce n'est que ton premier jour ici. Nous en reparlerons plus tard. Au même instant, une cloche sonna au loin. L'épouvanteur sourit. « Sommes-nous éveillés ou endormis ?» me demanda-t-il. « Éveillés. Tu en es sûr ?» Je hochai la tête. « En ce cas, allons déjeuner. Je te montrerai leur jardin quand tu auras le ventre plein. » Waouh, c'était vachement long. C'était aussi rempli de pas mal d'informations sur les gobelins et les sorcières, comme disait son titre. Il y avait plusieurs noms de villes ou de choses qui je ne connais pas, donc que j'ai très certainement mal prononcé. Je m'en excuse d'avance. Il y a aussi les lettres. Je dis Y, I, mais apparemment le premier ce n'est pas Y, c'est une lettre grecque que je ne connais pas, j'ai jamais fait grec. Et à côté, ce sont des chiffres, ce n'est donc pas un I ou quoi que ce soit, ça va de 1 à 10. C'est à peu près tout ce que je peux expliquer sur ma lecture.
La prochaine fois, nous passerons au chapitre 6, une fille aux souliers pointus. Voilà, voilà. Allez, au revoir.